Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous voici arrivés au terme de la 6e saison du Podcapsuleur. C'est aujourd'hui la 72e brasserie que nous visitons ensemble depuis septembre 2018. Nous franchissons la porte d'un lieu mythique, emblématique, unique. Je vous emmène dans la seule abbaye française où les moines produisent de la bière. Saison 6, épisode 12, frère Mathieu Landry, brasserie de l'abbaye Saint-Vendry à Rive-en-Seine. Pour ce dernier épisode de la saison 6, le Podcapsuleur pose ses micros à l'abbaye Saint-Vendry à Rive-en-Seine, dans le département de la Seine-Maritime, c'est en Normandie. Nous sommes le jeudi 7 avril 2022, il est 18h et quelques, lorsque nous franchissons la grille de l'abbaye. Le frère hôtelier nous accueille, le temps de déposer nos bagages dans la chambre mise à notre disposition à l'hôtellerie des moines, et nous voilà dans l'église pour l'office des vêpres. Le dîner qui suit l'office est pris en silence dans le réfectoire des moines. Petit tour dans le parc pour se dégourdir les jambes, rencontre avec frère Mathieu, l'un des frères brasseurs, visite express de la brasserie, et voilà que sonne déjà le dernier office de la journée avant d'aller se coucher. Nous ne traînons pas, demain c'est journée de brassage. Vendredi 8 avril, les moines se sont levés bien avant nous pour prier. À 7h30, nous nous retrouvons à la brasserie autour d'un café. L'abbaye Saint-Vendry brasse de la bière depuis 2016. Elle devrait terminer l'année autour de 700 hectos de bière finie. Comme nous allons le découvrir dans cet épisode, la vie monastique s'est adaptée aux exigences du travail des frères brasseurs. Pour autant, le travail à la brasserie respecte complètement l'équilibre de la vie des moines. Bonjour, je suis le frère Mathieu Landry, bienvenue à la brasserie de l'abbaye Saint-Vendry en Seine-Maritime. Frère Mathieu, on est ici dans la seule brasserie tenue par des moines en France. C'est quand même un lieu assez atypique. En même temps, c'est un projet qui est tout récent, quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que les frères de Saint-Vendry en sont venus à faire de la bière ? Alors c'est très simple, c'est vraiment le bon Dieu qui nous a demandé de faire ça. Tout simplement parce qu'on avait une activité qui a périclité et donc il fallait qu'on retrouve une activité ici et toute la communauté s'est mise d'accord pour retrouver une production artisanale à l'abbaye, faite par les moines. Donc à partir de là, on a proposé une boulangerie, une brasserie, une confiserie, un jardin potager, etc. Et quelques jours après cette réunion, on reçoit, le père abbé en avait parlé à un de ses amis, et cet ami nous offre un kit de brassage. Donc quelques jours après, on reçoit des seaux en plastique, des bouteilles, des capsules, du malt, du houblon. Donc là, le père abbé prend ça comme un premier signe de Dieu en disant il faut au moins que j'essaye de brasser. Donc il confie ça au frère Christian et à moi, et on commence à brasser en 20 litres. Au fur et à mesure, on passe les bières au réfectoire, c'était plus ou moins apprécié, mais les frères étaient quand même très fiers de boire notre bière, donc on s'est dit qu'il fallait s'améliorer, donc on a cherché une formation. Et en même temps, le projet économique semblait viable, donc on s'est lancé là-dedans. Au-delà de ça, on a eu beaucoup de contacts, des gens qui sont venus nous aider. Nicolas, un proche qui travaillait un peu en malterie, Hervé Marziou aussi, et on l'a contacté, il est venu nous aider. Donc on a vraiment senti, à travers des rencontres et aussi à travers des brasseurs, que le Seigneur nous appelait à écrire cette page blanche en France. Toi, ta vocation, c'est d'être moine, c'est pas forcément d'être brasseur. Comment ça s'est passé ? T'as été désigné volontaire par la communauté pour devenir brasseur ? Ouais, en fait, c'est le père abbé qui décide de chacune de nos charges, donc c'est le père abbé qui m'a demandé de travailler à la brasserie avec le frère Christian. Pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un signe fort sur ma vocation religieuse, parce que la bière, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de boire. Je travaillais au bar de l'ICAM quand j'étais étudiant, et c'est quelque chose que j'avais complètement abandonné pour le bon Dieu, pour venir dans la vie religieuse. Et donc voilà, le fait de maintenant la brasser, j'ai repris ça vraiment comme un signe du Seigneur sur ma place ici. Mais je suis moine avant d'être brasseur. Mais la bière t'a rattrapé ?
La bière m'a rattrapé. Ouais. Tu as une formation d'ingénieur. Quand on est ingénieur, on n'est pas forcément brasseur. Il faut se former. Tu en as parlé. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors rapidement, on s'est rendu compte que la bière, c'était pas si simple que ça à faire. Donc on a cherché des formations. Et à l'époque, moi j'étais encore au noviciat, donc j'avais pas accès à Internet, etc. Donc c'est le frère Christian qui a pris ça en main, qui a vite trouvé des formations. Et donc on a choisi celle de Douai avec Olivier Sénéchal. Et donc le frère Christian s'est d'abord formé en janvier 2015. Et puis moi, je suis parti faire la formation en avril 2015. Et après, c'était beaucoup d'échanges avec d'autres brasseurs qu'on a rencontrés, notamment Rabourdin et puis le Pays Flamand, qui eux nous ont fait partager leur expérience, leurs ratés, pour pas qu'on refasse les mêmes erreurs et puis qu'on progresse rapidement aussi. En juin 2016, ça y est, la brasserie est installée, le premier brassin est lancé. 2016, c'était hier ou presque. Alors, dans la vie monastique, on n'a pas la même notion du temps, peut-être ? Ben non, nous, les semaines se ressemblent. Et donc, effectivement, 2016, pour nous, c'était comme hier. Ça passe très très vite et on s'habitue rapidement au rythme. Après, il a fallu mettre en place aussi tout le rythme de brassage. Dans les monastères, on aime bien le rythme de la semaine parce qu'on est en service de cuisine par semaine, on est en service liturgique par semaine, on récite le psautier sur une semaine. Donc on voulait aussi mettre ce rythme de la semaine sur la brasserie. Donc on a trouvé un peu en tâtonnant un bon rythme maintenant. Donc on brasse 2 jours par semaine et on met en bouteille en fin de semaine. Et puis on fait tourner les cuves comme ça. Et le métier de brasseur est compatible avec la vie monastique, où il a fallu adapter la vie monastique aux exigences du métier de brasseur ? Alors il a fallu adapter parce que la vie monastique, on est appelé à peu près toutes les 2 heures à l'église. Et donc quand on est en brassage, c'est toujours compliqué de laisser sa cuve chauffer sans surveillance et de partir à l'église. Donc ce qui se passe, c'est que nous on se lève à 5h30 du matin pour le premier office, qui dure à peu près 1 heure. Et donc après vers 6h30, on a la messe du brasseur, une messe basse. Comme ça le brasseur peut arriver à 7h30 à la brasserie et commencer son travail. Il a eu la messe et il va dire tous les offices sur place par contre. Donc il ne rejoindra pas la communauté, il dira sur place, mais il sera fidèle à cet office. Ce qui est déjà prévu par la règle de Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît demande si les frères doivent aller travailler loin, qu'ils ne négligent pas de réciter l'office. Oui, parce que la devise, si l'on peut dire, des bénédictins, donc des moines qui suivent la règle de Saint-Benoît, c'est ora et labora, prie et travail. Exactement, prie et travail, qui ne sont pas forcément 2 activités distinctes. Bien travailler, c'est aussi une forme de prière pour bien faire son travail, tout simplement. Ne pas négliger ce qu'on fait, tout comme on néglige pas la prière non plus. Donc c'est les 2 pôles de notre vie où ça nous permet d'avoir l'équilibre entre ce travail manuel, qui est là dans la règle aussi pour combattre les mauvaises pensées. En faisant bien son travail, on se concentre sur son travail et on n'est pas en train de penser à autre chose ou à faire travailler le fait du logis, comme on dit. Et puis évidemment la prière pour se ressourcer, pour toujours communiquer avec Dieu. La brasserie est installée dans l'enceinte de l'abbaye, bien sûr. Comment ça marche ? Tout à l'heure, tu vas entendre l'office sonner et tu vas suspendre ton travail pour réciter ton office. Je vais essayer de le faire généralement quand j'ai des temps de libre sur la brasserie. Donc par exemple en filtration, on a un peu de temps. Je peux facilement prendre 10 minutes, un quart d'heure pour dire un office. Ouais. Vous êtes 2 frères à travailler à la brasserie ? Alors maintenant on est 3, le doyen, si je peux dire, le frère Christian, commence un peu à lever le pied parce qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie et il est assez vieux. Et puis, donc lui c'était le premier brasseur. Depuis décembre, c'est moi qui suis passé à la tête de la brasserie et lui en second brasseur. Et on a formé le frère Olivier maintenant pour nous épauler aussi. Comme ça permet de ne pas être toujours à la brasserie et puis de faire tourner et aussi de partager le savoir le jour où il m'arrive un accident. Vous ne serez pas privé de la bière de Saint-Vendry, elle continuera à sortir. C'est comme chez les Chartreux, il y en a 2 qui connaissent la recette ? À peu près, ouais. Après, la recette est écrite, on a laissé des traces, mais il faut entretenir un peu ce secret de fabrication. Et puis, il y a des frères que ça n'intéresse pas du tout de savoir ce qu'il y a dedans, donc comme ça, on est tranquille. La bière et les moines, c'est une vieille tradition. On a déjà brassé ici à Saint-Vendry ? Alors on a brassé, on a des traces d'une brasserie sur les plans du XVIe ou XVIIe siècle, je pense. Quand on a sorti la Sichera Humolonais, c'était un petit clin d'œil à notre histoire, parce qu'en 840, le 3e abbé ou 4e abbé, Saint-Anségise, avait établi une charte d'approvisionnement du monastère, dans lequel il disait, à Pâques, on aura tant de poulets de telle ferme, on aura des chaussettes, on aura des vêtements, etc.
Et il prévoyait l'approvisionnement d'une bière de houblon autant que nécessaire. Donc certains traducteurs zélés mettaient à volonté, mais le latin précisait que c'était la nécessité qui faisait la quantité. Et du coup, c'est une des premières traces littéraires quand même du mot bière et houblon ensemble, avant Hildegarde. Par cette charte, on savait que la bière était faite ailleurs, elle n'était pas brassée sur place. Donc après, ils ont monté une brasserie. Et effectivement, c'était commun dans les abbayes parce que l'eau du ruisseau n'était pas toujours très bonne à boire. Et donc, on faisait plutôt de la bière pour apporter un peu de nourriture et d'hygiène dans la boisson. Donc la formation, l'installation de la brasserie et puis la création de recettes. C'est quoi une bière brassée par des moines ? Comment est-ce qu'on écrit la recette ? Qu'est-ce qu'on recherche ? En quoi elle se distingue de ce qu'on peut trouver ailleurs ? Alors nous, je pense que c'est aussi, il y a un côté très communautaire là-dessus. Dès qu'on a commencé à brasser, j'ai demandé au Père Abbé de pouvoir monter une équipe de dégustation pour pouvoir avoir un regard critique vraiment sur notre recette. Il y avait des volontaires ? Oui, il y avait beaucoup trop de volontaires, on a dû réduire un peu. Mais du coup, la première surprise, c'est que boire une bière et la déguster, c'est quand même assez différent. Donc savoir jauger une amertume, une pétillance, une couleur, des odeurs, ça demande quand même un vrai effort intellectuel aussi. C'est pas juste une session apéro, on va dire. Donc cette équipe de dégustation s'est transformée au fil des ans en recherche et développement. Le Père Abbé trouvait que c'était un petit peu plus professionnel de dire équipe recherche et développement. Et donc c'est avec cette équipe-là qu'on conçoit les bières. Donc typiquement quand on a voulu créer une bière noire, on a d'abord acheté dans le commerce des bières noires qui se faisaient, chez des petits brasseurs, chez des gros industriels, pour avoir un peu un panel complet des goûts, des flaveurs qu'on recherchait. À partir de là, on s'est dit, nous, on voudrait telle saveur, telle amertume, on voudrait un noir intense. Donc là, on a rebrassé en 20 litres pour essayer de trouver la recette. Et puis, on a fait des essais petit à petit jusqu'à en arriver à un produit final. On a réadapté un petit peu la recette sur la 10 hectos, parce que brasser 20 litres et 10 hectos, c'est quand même assez différent. Et puis au fur et à mesure, on va l'affiner. Le premier brassin était bien, mais améliorable, donc on l'a amélioré par la suite. Mais du coup, c'est pas la bière d'un brasseur, c'est vraiment la bière de la communauté. On essaie de faire ça ensemble. Voilà, le Père Abbé, quand on a créé la brasserie, a mis tout un tas de commissions en place sur le goût, sur les travaux, sur la communication, en disant je sais que si je confiais à une personne, ça irait plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, donc c'est vraiment un projet porté par toute la communauté de l'abbaye de Saint-Vendry et pas uniquement par 2 ou 3 frères désignés sur ce travail. Non, justement, le but, c'était aussi de donner du travail un peu à toute la communauté, qu'on ait des moments d'échange pour travailler ensemble. Donc après, faire brasser tous les moines, c'est un peu compliqué, mais pour tout ce qui est packaging, donc faire des cartons, mettre les bouteilles en carton, même un peu le soutirage, là, il y a beaucoup de frères qui viennent donner un coup de main. Le but, c'est que chaque frère donne à peu près 1 à 2 heures de son temps à la brasserie par semaine. En 2021, la brasserie Saint-Vendry a produit 670 hectos de bière. Et alors là, vous avez un mode de distribution qui est là aussi hors du temps, parce que, à part quelques cavistes locaux, c'est beaucoup dans le réseau des monastères et par la boutique de l'abbaye que la bière est commercialisée. Ouais, ça c'était un des avantages qu'on avait quand on a lancé la brasserie, c'est qu'on avait déjà un réseau de magasins. Donc on savait qu'on aurait tout de suite quelques revendeurs qui seraient intéressés par ça. Donc nous, la bière est à peu près 40% de la production est vendue sur place, ce qui est évidemment très intéressant pour nous, et puis ça nous fait connaître. Et donc après on a tout le réseau des monastères en France et des boutiques religieuses, donc l'aide au travail des cloîtres, les librairies, la procure, etc. peuvent nous distribuer. Et puis après, les cavistes normands sont aussi heureux d'avoir cette possession-là. Enfin, de se dire, en Normandie, on a la bière d'abbaye faite par les moines. Pour eux, c'est aussi une fierté. Le président de la Normandie aime de temps en temps le rappeler. Oui, parce que c'est unique en France. Voilà, c'est unique en France. Et disons que nous, l'avantage, on brasse pas beaucoup, mais du coup, on est très attentif à ce qu'on fait. Et donc on arrive à sortir une qualité qui est assez régulière aussi. Enfin, c'est un des compliments qu'on nous a fait. Voilà, ça nous fait plaisir et puis à la fois ça nous met aussi un peu de stress pour garder cette régularité dans notre production. Alors c'est une brasserie hors du temps de par sa spécificité monastique, mais en même temps c'est une brasserie qui est ouverte sur le monde. Aujourd'hui tu brasses une collab avec la brasserie du Pays Flamand. Exactement, on s'interdit pas les collabs. Après les moines on est reclus, mais ça nous empêche pas de connaître le monde et puis de prier aussi pour eux.
Le Pays Flamand nous ont aidés dès le début de notre brasserie, avant même qu'on ait le matériel. Ils nous avaient conseillé sur des choix de malt, on avait échangé aussi sur le matériel, sur la manière de brasser, etc. Et donc pour nous, c'était vraiment, ça nous tenait à cœur de faire une collab avec eux pour les remercier, et puis pour sceller un peu notre amitié sur une bouteille en mettant nos deux noms dessus. Et donc voilà, au début on les avait rencontrés et le partage s'est vite transformé en amitié, et donc voilà, on est très, très proches d'eux finalement. Frère Mathieu, on se retrouve dans ta brasserie ou dans la brasserie de l'abbaye. Dans la brasserie de l'abbaye. Est-ce que tu peux nous faire le tour du propriétaire ? Alors tout commence devant ces deux cuves, notre module de brassage, où c'est à la brassée, donc nous c'est un module de cuves ou de vaisseaux. Mais en fait il y en a trois, parce qu'il y a une cuve qui est divisée en deux. On a d'un côté l'ébullition, donc une cuve complète, la cuve qui est chauffée. Et puis de l'autre côté, une cuve en bas, c'est la réserve d'eau chaude. Et sur l'autre moitié, ça va être la cuve filtre. Donc là actuellement on est en phase de filtration, donc j'attends que mon gâteau se fasse avant de refaire la recirculation. Donc c'est un module qui nous permet de brasser 10 hectolitres. Et après on a 4 fermenteurs de 20 hectolitres. Donc on va brasser 2 fois d'affilée pour remplir un fermenteur. Et donc là on est en train de désinfecter un des fermenteurs. Les 3 autres sont pleins, donc on va les soutirer aussi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va aussi houblonner à cru une de nos bières. Il va falloir mettre l'échelle, monter tout en haut de la cuve, ouvrir et puis houblonner. Voilà pour le côté matériel. Au-dessus de la cuve d'ébullition, on a une trémie dans laquelle on met le malt concassé. Donc ça nous permet de respecter un petit peu nos horaires monastiques, dans le sens où la veille du brassin, on concasse le malt. Et comme ça, le matin, c'est une opération à moins en faire. On n'a plus qu'à faire tomber le versement. Et pendant le premier brassin, le deuxième brasseur, pendant l'ébullition, pendant le nettoyage, va aller concasser son grain pour le lendemain. Et ça permet de ne pas perdre de temps à la brasserie. Donc il faut enchaîner les brassins pour remplir les fermenteurs. Exactement, donc ça on sait que c'est plutôt bien pour les levures, ça marche comme ça. Et puis ça nous permet d'avoir le rythme, comme je disais tout à l'heure, sur la semaine, donc 2 jours de brassage et 1 jour de soutirage par semaine. Et voilà, on enchaîne petit à petit les brassins. On brasse pas encore 2 fois dans la même journée, parce que ça c'est un souci technique qu'on a, on n'a pas de réserve à eau chaude. Donc la cuve tampon qui nous permettrait de le faire nous sert actuellement de bâche à eau chaude. Mais déjà, une journée de brassage, c'est déjà largement suffisant en termes d'effort et d'attention pour nous. Derrière toi, on a la ligne d'embouteillage. Alors derrière nous, effectivement, la ligne d'embouteillage. Donc ça, on a une 8 bec isobarométrique. S'il y avait un gros investissement à faire dans la brasserie, c'était plutôt celui-là. Les petits brasseurs qui ont notre taille n'ont pas forcément cette taille de machine, mais nous on voulait pouvoir soutirer en une seule journée, et une seule journée monastique, c'est-à-dire 4 heures de travail manuel. Donc là le soutirage tient, sauf les nettoyages, donc là on a dû s'adapter un petit peu. Donc on a d'abord une étiqueteuse, une rinceuse, la remplisseuse et puis la capsuleuse. Et donc ça on fait tourner ça à 1100, 1200 bouteilleurs suivant les bières. Et cette journée de soutirage est très très organisée en fonction des offices. Donc entre l'aude et la veille, on vient désinfecter la soutireuse et on la laisse en trempe sous peracide. Et le lendemain, entre l'aude et la messe, on a une petite heure où là on vient faire un transfert de cuve. On met 10 hectolitres dans une cuve de sucrage. On sucre, on levure, on mélange et on rince la soutireuse. On part à la messe pendant que ça mélange. Et comme ça, sitôt la messe terminée, vers 10h30, 11h, on revient et on lance le soutirage du premier batch. Donc on fait 2000 bouteilles. Là, il est à peu près midi et demi, 13h. On va transférer les 10 autres hectolitres en mangeant un sandwich pour réenchaîner et terminer le soutirage vers 15h30. Et après, c'est les nettoyages. Donc là, on commence à 2 et puis au bout d'un moment, il y a un frère qui part à Vêpres et l'autre qui termine les nettoyages. Et alors les jours d'embouteillage, toute la communauté vient mettre la main à la pâte ? Alors pas toutes pour le moment, il y a quelques frères qui viennent nous aider pour remplacer un brasseur. Après généralement le mercredi après-midi, après le déjeuner, pendant la récréation, toute la communauté vient à la brasserie pour former des cartons vides. Le lendemain, une autre partie de la communauté, peut-être plus réduite, une équipe de 5 à 6 frères, viennent pour mettre les bouteilles dans les cartons, préparer des valisettes, un peu de packaging et puis alimenter le magasin. Là, c'est le travail de toute la communauté, effectivement. Pourquoi cette étape de resucrage ? Parce que tu disais que les fermenteurs étaient en isobar ? On a la possibilité de faire de l'isobar, mais nous, on fait quand même de la refermentation bouteille. Voilà, c'est une refermentation qu'on maîtrise bien. L'isobar, personnellement, pour le moment, je ne maîtrise pas. Il manque un petit peu de matériel si on voulait vraiment faire de l'isobar, comme une mèche et puis un instrument de mesure pour mesurer le CO2. Après, c'était très classique pour une bière d'abbaye d'être fermentée en bouteille, donc on joue plutôt là-dessus.
Et on se ferme pas la porte à faire un jour une bière qui soit déjà carbonatée. On pourrait gagner du temps, c'est sûr que ça éviterait la chambre chaude. Enfin voilà, on se ferme pas la porte, mais pour le moment, par manque de connaissances techniques, on le fait pas. Ça viendra. La nouveauté 2022, c'est l'arrivée du fût, de la Saint-Vendry en fût. La Saint-Vendry en fût, donc là on est encore en période un peu d'essai. On a remarqué que la fermentation en fût et en bouteille n'est pas exactement la même aussi, donc il a fallu un peu réajuster notre sucre pour pas que ça soit trop gazeux et qu'on n'ait que de la mousse au tirage. Le premier essai officiel sera 7 et 8 mai à la fête médiévale du village, où là le comité des fêtes nous a pris 8 fûts, et donc on leur fournit la tireuse. Et après, charge à nous d'essayer d'aller voir les cafés dans notre région pour voir si ça les intéresse de mettre la Saint-Vendry en fût. Donc c'est un petit peu le nouveau défi de cette année, ça va être de réussir ça. Et en même temps aussi de réussir à caler cette mise en fût dans notre organisation actuelle. Et puis je pense qu'il y aura forcément des petits ratés au début, mais savoir combien de fûts il faut faire, est-ce qu'on en aura trop, est-ce qu'on en aura pas assez. Donc, après, le meilleur moyen de le savoir, c'est de se lancer aussi et puis d'essayer. S'il y en a trop, ils finiront au réfectoire ? Exactement. J'en ai déjà servi quelques-uns au réfectoire qui n'étaient pas assez carbonatés, mais les frères étaient assez contents. On les met en carafe et puis voilà, ça rappelle les écoles ou les choses comme ça. Ouais. Alors ça c'est pour l'anecdote, mais la règle de Saint-Benoît prévoit un verre de vin à table. Qu'est-ce qu'il dit sur la bière, Saint-Benoît ? Il dit rien sur la bière parce que lui il était en Italie, donc c'était beaucoup de vin. Il dit déjà sur l'alcool, il dit que le vin, donc on peut extrapoler à la bière bien sûr, ne convient pas du tout aux moines parce que ça fait expostasier même les sages, mais que Saint-Benoît était très fin connaisseur de l'homme quand même. Mais comme ce serait trop compliqué et trop difficile de priver l'homme de cette boisson-là, ce serait un effort trop dur que de demander aux moines de se priver de vin, mieux vaut limiter les dégâts. Et donc il fixe à 1 émine par jour la quantité de vin. Alors qu'est-ce qu'une émine ? Et là c'est une unité qui a disparu, donc à chacun d'interpréter un peu ce mot d'émine. On pense plus sérieusement que c'était un espèce de pichet que Benoît avait dans son monastère, mais sa quantité exacte, on est incapable de le savoir. Donc certains disent que c'est 1 demi-litre, d'autres 25 centilitres, d'autres 1 litre. Après, ça dépend peut-être de la boisson qu'on met dedans. Dans ton bureau, qui est juste à côté de la brasserie, là, tu as au mur une petite devise ou anecdote en latin. Est-ce que tu peux nous la réciter et ensuite nous la traduire ? Alors oui, effectivement, cette devise, c'est en broderie, c'est un cadeau de ma mère quand j'ai fait profession solennelle. Et donc si je me rappelle bien, ça met qui bibit dormit, qui dormit non peccat, qui non peccat sanctus est, ergo qui bibit sanctus est. Donc on peut traduire par qui boit dort, qui dort ne pêche pas, qui ne pêche pas est saint, donc qui boit est saint. C'est un sophisme dont on repère vite la faille, mais c'est toujours rigolo de le redire. Mais quand on sait que ça vient de ta maman, ça a d'autant plus de valeur. Exactement, voilà, je pense que comme on n'est pas apte à recevoir des cadeaux, enfin en faisant profession solennelle, on renonce à son droit de propriété. Maman voulait quand même faire un geste et comme elle savait que la bière avait eu une grande importance pour moi dans ma jeunesse à Lille et que je retrouvais la bière au monastère, elle avait trouvé cette devise dans un des magazines sur la bière et elle s'est mise à la broder. Ça fait 10 ans que tu es moine à Saint-Vendry. Est-ce qu'en 10 ans, tu as pu constater que la bière était un chemin de sainteté ? Oui, bien sûr, parce que en fait, la bière, c'est un chemin aussi d'exigence. Et il faut être très régulier sur ses brassins, il faut pas en abuser, il faut savoir en rigoler, en faire la fête, mais il faut quand même savoir rester sérieux. Et du coup, c'est un chemin de sainteté dans ce sens où ça demande un bon équilibre de vie pour à la fois pas tomber dans son produit, et être vigilant sur la qualité qu'on fait, qu'on propose. C'est quand même beaucoup plus exigeant que ce que je pensais. On parlait du fût. Une autre particularité du conditionnement des bières de Saint-Vendry, c'est la bouteille 50 centilitres, qui est le seul format de bouteille que la brasserie propose aujourd'hui. En fait, on a choisi le 50 parce qu'initialement, on voulait qu'un seul format de bouteille pour pas s'embêter avec des stocks différents et des livraisons différentes. On s'est dit que le 50, c'était un bon compromis entre la 33 et la 75. Ou la 33, des fois, il en manque un peu pour finir le repas ou même finir l'apéro. Et la 75, ça peut paraître un peu trop si on n'avait que ce format-là. Donc on s'est dit que le 50, c'était un bon compromis. Au-delà de ça, comme il y a moins de bouteilles qu'en 33, on est sûr de pouvoir faire tenir le soutirage entre la messe et les vêpres. Donc ça, c'était aussi important pour nous. Et puis, c'est un format qui se partage assez facilement, plus que la 33. Donc aussi une bière à partager et à pas boire seul autant que possible.
Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Frère Mathieu, que nous as-tu préparé ? Alors je vous ai préparé l'ensemble de nos 3 bières qu'on fait toute l'année, plus une collaboration qu'on vient de faire avec la brasserie de l'Odon à Aulnay-sur-Odon. Donc voilà, on a d'abord la Saint-Vendry, notre bière phare. Après on enchaînera sur la Sichera Imolone, qui est une bière plus légère, plus estivale. On continuera sur la Scottici Generis, qui est une bière noire, assez forte en goût, et on terminera par cette collaboration avec l'Odon. Et ça nous donnera l'occasion de réviser un peu notre latin, parce qu'on dit perdre son latin, mais là on va s'y retrouver. Je vous expliquerai tous ces noms en temps voulu. Donc la première bière, la Saint-Vendry, on a une couleur pâle assez orangée, sans tirer sur l'ambré pour autant. Un petit collet de mousse qui tend à durer. En termes de nez, on est plus sur des arômes un peu, moi ce que j'appelle automneux, donc feuilles mortes, terre, assez nobles, qui viennent surtout de la céréale et un peu des houblons d'origine anglaise, mais cultivés en France. Donc voilà un peu pour le premier nez. Après en bouche, on est vraiment sur un petit malt caramel qui tire légèrement sur le miel. Et après l'amertume qui vient accompagner les houblons aromatiques type noble et herbaux, un petit peu épicés. On a un petit bouquet d'épices en finale qui rappelle un petit peu le cumin et l'orange. La longueur en bouche est assez longue. Du coup là on a facilement pour 1 ou 2 minutes encore à ressentir ces flaveurs-là. Donc ça c'est la Saint-Vendry qui est la première bière de la brasserie. Voilà, c'est la première bière, c'est le plus gros volume qu'on fait. C'est notre bière, on va dire, la plus classique, qui est très très équilibrée entre le malt, le houblon et la levure. Les autres bières sont un petit peu plus, je dirais pas extrêmes, mais un petit peu moins équilibrées. La Sichera sera beaucoup plus sur le houblon et la Scottici sur le malt torréfié. Bon, on va enchaîner sur la Sichera. On y va. Donc là en première vue on a une bière plutôt blonde, voire blanche, un petit peu trouble, avec un très beau collet de mousse. La mousse est très homogène et la bière est assez limpide. Donc nous sur cette bière là on met 40% de blé et du malt palal qui lui donne un peu cette couleur blonde, mais si on utilisait du pils elle pourrait être presque blanche. Au nez, on est tout de suite sur des arômes agrumes, certainement dus au houblonnage accru qu'on fait avec du Mistral, donc qui est un houblon d'Alsace. Donc voilà, on houblonne accru et on houblonne aussi très généreusement en aromatique sur l'ébullition. Du coup en bouche on a une bonne sécheresse. Là sur cette bière-là on utilise une levure qui atténue beaucoup. Donc on a très peu de sucre résiduel, ce qui lui donne une bonne buvabilité et une bonne désaltérance aussi. Le houblon est très dominant. On sent les houblons plutôt herbaux, floraux, et qui vont en longueur en bouche tirer sur le citron et l'agrume. On a une vraie fraîcheur aussi en bouche qui sont dues certainement aux épices qu'on rajoute, mais que je garderai secrètes. Charge à vous de les découvrir et de me faire parvenir vos résultats si vous le souhaitez. Et du coup l'amertume va plutôt aller crescendo. Plus on va en boire, plus on va se ressentir l'amertume et elle va rester vraiment en longueur en bouche. Certains nous disent qu'ils la trouvent trop amère, mais voilà, l'amertume ça s'éduque et plus on en boit, plus on apprécie. Alors quelques mots sur le nom de cette bière, Sichera Imolone. C'est 2 termes latins, Sichera qui veut dire boisson fermentée à base de céréales et Imolone, un adjectif pour dire que c'est houblonné. C'est un clin d'œil à un de nos ancêtres. En 840, l'abbé Saint-Anségis, qui dirigeait l'abbaye de Saint-Vendry, a établi une charte pour établir l'approvisionnement du monastère en denrées alimentaires et vestimentaires. Donc des chaussettes, des poulets, des œufs, etc. Et parmi cette charte était indiqué que le monastère sera approvisionné de bières de houblon, donc Sichera Imolone, autant que nécessaire pour les frères qui travaillaient dans les champs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières mentions littéraires du mot bière et houblon mis côte à côte avant Hildegarde de Bingen. Donc voilà, on savait que déjà au IXe siècle, à Saint-Vendry, on buvait de la bière de houblon.
Et donc là, la troisième bière qu'on va déguster, c'est la Scotici Generis, qui veut dire en latin d'origine irlandaise, parce que les Scots, un faux ami, c'est les Irlandais. Et ça, c'est un clin d'œil à notre fondateur, Saint-Wandrille, qui s'est arrêté à Rouen alors qu'il voulait se rendre en Irlande pour se mettre à l'école de Saint-Colomban. Et il se fait arrêter à Rouen par Saint-Ouen, qui l'ordonne diacre et prêtre, c'est ça, Saint-Omer qui l'ordonnera prêtre, et qui discerne à ce moment-là qu'il est fait pour rester en Normandie et fonder l'abbaye de Saint-Wandrille. Mais à la base, c'était vraiment pour rejoindre l'Irlande. D'où le clin d'œil d'une bière noire, aussi type irlandais. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais on a joué là-dessus quand même. Donc là, en apparence, on est sur un noir qui est quand même très profond, très extrême, avec une bonne mousse aussi très brune, par contre. Souvent, sur les salons, on dit on va faire goûter la noire. Les gens répondent ah oui, je veux bien une brune. On dit attention, c'est une noire, c'est pas une brune. Vous attendez pas à avoir une transparence dessus, elle est vraiment opaque. Au nez, on est tout de suite sur le malt torréfié, café, un petit peu chocolat. La boire trop fraîche ne lui rend pas service. Il faudrait plutôt la boire autour de 12-14 degrés pour vraiment sentir tous les arômes. Et elle a un nez qui est un petit peu complexe et qui demande à s'y attarder un peu. En fin de nez, on sent un petit peu, ou en deuxième nez, on sent les arômes de fruits rouges. Donc on utilise un houblon en percolateur qui est le Barbe Rouge, aussi d'Alsace. Et celui-là va s'exprimer aussi plus sur la longueur en bouche. En bouche, ce qui... Le premier aspect, ça va être plutôt son onctuosité. Donc ça, c'est certainement dû à l'avoine crue qu'on met dedans. Mais du coup, ça donne un peu un corps graisseux ou moelleux à la bière. Après, on attaque tout de suite sur le café torréfié. Faut pas avoir peur de cette flaveur. Elle est très présente. Et en même temps, elle n'est pas écrasante. Elle est ni astringente, ni piquante. Elle va accompagner toutes les autres flaveurs au long de la longueur en bouche qui vont passer de la mer jusqu'aux fruits rouges. Et on termine un petit peu sur cette note de café, je dirais café gourmand, un petit peu sucré. Mais voilà, c'est pas une bière qui a beaucoup de sucre résiduel non plus. Alors là, c'est en bouteille de 33 centilitres, ce qui n'est pas commun à Saint-Wandrille. Pas du tout commun, mais donc ça a été brassé à la brasserie de Laudon pour sceller un peu une amitié normande et aussi des rencontres. Enfin, Jean-Marc, le brasseur, on a eu le même professeur de brasserie, donc ça nous tenait à cœur de partager aussi la bière. Donc là, on est plutôt sur une triple, entre la double et la triple, elle est à 7,5 d'alcool. Une couleur beaucoup plus foncée que la Saint-Wandrille, rouge, voire acajou, dû au malt caramel qu'on a rajouté dedans, et un collet de mousse légèrement beige. Sur le nez, on est tout de suite sur des flaveurs un peu printanières, enfin céréalières, temps de moisson, et puis agrumes. Et en bouche, ce qui étonne un peu, c'est qu'on s'attendrait à quelque chose de très rond pour une ambrée, alors qu'elle est finalement assez sèche. On est tout de suite sur un caramel un peu sec, et qui est accompagné par des agrumes citron et orange. Moi, je vous partage mon avis, mais c'était pas le cas de tous les dégustateurs. Je trouve qu'elle a aussi un côté très herbacé, herbe de Provence. Mais après, ça, les épices, on est chacun sensible différemment. Et au final, c'est une bière qui a une petite longueur en bouche, qui est pas excessive. On sent la chaleur de l'alcool qui arrive un petit peu après les 2-3 gorgées et qui réchauffe beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion sur les matières premières, leur provenance ? Tu nous as parlé de houblon d'origine anglaise cultivé en France. Tu nous as parlé de houblons qui viennent d'Alsace. Il y a aussi le houblon du jardin de l'abbaye. Ouais, nous alors sur les matières premières, on a essayé d'être le plus français possible. Donc bouteilles, étiquettes, au moins malt et houblon viennent tous de France. Donc voilà, on n'a pas voulu jouer la carte de la mode des houblons américains, etc. On a pris ce qu'on avait en France pour faire ce qu'on voulait faire. Et le houblon du jardin, donc ça c'est une cuvée exceptionnelle qu'on fait une fois par an. Fin septembre, on a 9 pieds de houblon dans le jardin, donc on le récolte à la main avec les frères. On récolte le lundi et le mardi on le met dans la cuve. Et donc c'est une bière au houblon frais. Donc voilà, après on voulait rester le plus local possible, tout en assurant une qualité aussi pérenne. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix des matières premières françaises, pas forcément que normandes, mais élargir un petit peu à la France.
On a dit au début de cet entretien qu'on était un peu hors du temps dans une abbaye. Est-ce qu'on peut avoir des projets quand on est moine et brasseur à Saint-Vendry ? On a des projets sous la loi de l'obéissance, je dirais. Moi, l'abbé m'a confié la charge de la brasserie, donc à moi de la faire fructifier tout en préservant ma vie monastique. Donc là, un des projets qu'on a, ça va être le fût. On va peut-être avoir d'autres projets de collaboration pour continuer un petit peu à partager le savoir-faire, à apprendre et puis à se diversifier aussi un peu, à fidéliser la clientèle. L'évolution des projets n'est pas incompatible avec la règle de Saint-Benoît. Au contraire, ça fait partie de l'épanouissement humain que Saint-Benoît veut, mais avec une orientation aussi vers le Seigneur. Et voilà, et Dieu est amour, amitié, donc il y a un apophthegme des frères du désert qui dit j'ai vu mon frère, j'ai vu Dieu. Donc on trouve aussi le Seigneur dans les relations humaines qui ne sont pas à négliger. Donc nous c'est un petit peu particulier parce qu'on est coupé du monde. On va plutôt écrire et peu sortir. Mais ça fait partie des choses qu'on cultive bien sûr. Et en termes de créativité, une nouvelle bière à l'horizon ? Alors, mis à part une collaboration, pour nous créer une nouvelle bière de manière permanente, ça devient compliqué parce qu'on arrive un peu à la saturation des fermenteurs. Donc tout ce qu'on fait de nouveau, c'est une bière actuelle qu'on fera en moins. Donc c'est-à-dire que si je crée une nouvelle bière, c'est certainement un fermenteur de Saint-Vendry que je ferai en moins. Et donc comme pour le moment, la demande de Saint-Vendry, de Sicera, de Scottici est assez stable, je vois pas où caser une nouvelle bière pour le moment. Et au-delà de ça, on disait qu'on était un peu en dehors du temps. Les abbayes répètent souvent la même chose. Et donc on voulait garder une bière stable et pérenne pour la suite du temps. Merci au frère Mathieu Landry et à toute la communauté de l'abbaye Saint-Vendry pour leur accueil. Les coulisses de l'enregistrement de cet épisode sont à retrouver sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. C'est grâce à votre soutien que l'aventure se poursuivra. En attendant, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.